Pour les soldats de la Seconde Guerre mondiale, rien n'est plus terrifiant que de tomber entre les griffes de l'ennemi. S'ajoutant aux conditions de détention déshumanisantes, cette peur irrépressible va engendrer certains des événements les plus fascinants de la guerre. Voici la véritable histoire derrière le célèbre film La Grande Évasion. Comment des combattants de la résistance échappent à la torture et aux exécutions. Comment de nombreux aviateurs descendus en vol loin derrière les lignes nazies parviennent à s'arracher à leur captivité. Comment de leur côté, des Allemands réussissent à s'enfuir des camps de prisonniers aux États-Unis. Ces récits authentiques et remarquables font tous partie des grandes évasions de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, la bataille qui se joue dans les airs est sans merci. Les Alliés et les Allemands se disputent âprement la maîtrise du ciel. Le nombre d'appareils abattus en vol, de pilotes tués ou capturés est énorme. Pendant les premières années du conflit, l'Angleterre, qui fait cavalier seul, voit ses rangs décimés. La probabilité pour qu'un aviateur britannique s'en sorte sain et sauf est alors inférieure à 50%. En 1941, les Américains s'engagent à leur tour dans le conflit. Les combats s'intensifient et avec eux, les pertes. En 1945, plus de 150 000 soldats alliés de l'armée de l'air ont été tués. Pour les quelques heureux survivants à la chute de leur appareil, la descente en territoire ennemi marque le début d'une nouvelle vie. Si certains échappent miraculeusement à la capture, bien souvent grâce à l'aide de la résistance, la grande majorité tombe aussitôt entre les mains de l'ennemi. Are you wounded? Twisted ankle. Twisted ankle, but that's all. You can walk after all. J'ai atterri près d'une ferme et j'ai demandé au propriétaire s'il savait où se trouvaient les Allemands. Ils ont pointé du doigt une porte et m'ont dit « Il y en a 3 là-dedans ». Le sort de ces 45 000 aviateurs alliés pris par les Allemands est terrifiant. Ils deviennent brusquement prisonniers de guerre et sont conduits vers un camp de détention nazi. Nous sommes arrivés d'un seul coup dans un lieu où il n'y avait ni nourriture, ni livres, ni liberté, ni quoi que ce soit à écouter pour se distraire. C'était assez déprimant. Vous savez, je pense que c'est inné. L'être humain n'a pas envie qu'on le mette en cage. Quand vous arrivez là-bas pour la première fois, vous voyez tous ces pauvres gars qui errent dans le camp. La première chose que vous vous demandez, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas échappés? Vous comprenez, vous arrivez là-dedans avec votre liberté. Et d'un seul coup, vous prenez conscience que vous allez devoir affronter une toute nouvelle expérience. Il y a un type là-haut, dans un Mirador, avec un pistolet mitrailleur, qui vous surveille. Et là, vous réalisez que vous avez perdu votre liberté, qu'elle a disparu. Ça fait un sacré choc, je peux vous le dire. Et vous devez faire avec. Tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Certains sont devenus complètement fous dès qu'ils sont arrivés au camp. Beaucoup trouvent cette nouvelle vie insupportable. Ils se laissent alors obséder par une seule et même idée, s'échapper. Certains vivaient en rêvant uniquement d'évasion. La façon la plus directe de s'évader était d'escalader la clôture. Quelques-uns en ont d'ailleurs eu l'audace. Je crois pour ma part que c'était au-delà de mes capacités. En revanche,
La seule méthode qui donnait l'impression qu'elle pouvait fonctionner et qu'on avait des chances de s'en sortir vivant, c'était de creuser. Au camp de prisonniers de guerre de l'Air Force, appelé le Stalag Luft 1, à Warth, en Allemagne, une centaine de tunnels ont été creusés par les prisonniers. Peu ont abouti. Mais les captifs ne se découragent jamais et continuent de tenter leur chance. Selon la Convention de Genève, il est en effet du devoir des officiers d'essayer de s'évader afin d'entraver l'effort de guerre de l'ennemi. Les gardes allemands l'ont bien compris. Aussi, en essayant de s'enfuir, risque-t-on tout au plus la plupart du temps de se faire réprimander et de se voir enfermé une dizaine de jours aux frais. Je pense que s'il était effectivement pénible de rester tout seul 10 jours dans un trou, en ce qui nous concerne, nous nous retrouvions toujours à 6 ou 8 dans la même pièce. On avait la paix pendant un moment. Ce n'était pas vraiment ce qu'on pouvait appeler une épreuve. En 1942, les camps de prisonniers en Allemagne sont pleins à craquer d'aviateurs alliés capturés en mission. En avril, on décide donc d'ouvrir un nouveau et gigantesque complexe pénitentiaire à Zagan, en Pologne, à environ 160 km au sud-est de Berlin. En peu de temps, pas moins de 10 000 officiers britanniques, canadiens et américains de l'Air Force se retrouvent ainsi reclus au Stalag Luft 3. Tenant compte des expériences passées, le camp est un modèle du genre en matière de surveillance et de prévention des évasions. Le Stalag Luft 3 est réputé pour être en quelque sorte un quartier de haute sécurité. On a construit ce camp dans des forêts profondes, à des dizaines de kilomètres des territoires neutres, sur un sol volontairement sablonneux. La surface était en terre battue, mais juste en dessous, c'était du sable qui s'enfonçait à des profondeurs inimaginables. Les Allemands étaient convaincus qu'avec ça, on ne pourrait jamais s'enfuir. Ils étaient loin de s'imaginer qu'on parviendrait malgré tout à creuser des tunnels. Malgré ce type d'obstacle, c'est bien au Stalag Luft 3 que la tristement célèbre Grande Évasion aura lieu. Une évasion particulièrement audacieuse, montée par une organisation impliquant plus de 600 hommes aux compétences variées. Des ingénieurs qui vont creuser 3 imposants tunnels à 9 mètres de profondeur, avec des ateliers ainsi qu'un mini-train souterrain. Un réseau incroyablement astucieux de faussaires, de cartographes, de fabricants de boussoles, de tailleurs, de machinistes, d'agents de renseignement et de sécurité. Si le fameux film de 1963 immortalise cette opération de grande envergure, sa réalité est bien plus fascinante que n'importe quel scénariste hollywoodien n'aurait osé l'imaginer. La chose la plus surprenante n'est pas tant qu'on y soit arrivé, mais qu'on y soit arrivé sans que les Allemands s'en aperçoivent. L'ironie du sort veut que le Stalag Luft 3 constitue l'environnement idéal au développement d'une telle organisation. Adolf Hitler a en effet confié le commandement de la Luftwaffe, l'aviation militaire allemande, à son maréchal Hermann Göring. Celui-ci est un homme égotiste et puissant, à l'origine de la Gestapo et des premiers camps de concentration. Une part des responsabilités de la Luftwaffe consiste précisément en la garde des prisonniers de l'Air Force. Une perspective effrayante pour les Alliés. Cependant, Göring est un as de l'aviation de la Première Guerre mondiale. Il éprouve du respect pour les aviateurs, quels qu'ils soient. Aussi, c'est dans un faux élan de générosité qu'il a décidé que le Stalag Luft 3 ne serait pas un camp de concentration, mais un camp de prisonniers. Jimmy James a été capturé 10 mois seulement après le début de la guerre. Il a subi l'épreuve de 5 années de détention dans ces camps réservés à l'Air Force. Nous étions traités en général assez humainement. Il n'y avait aucun risque pour nous de finir en camp de concentration. Les camps de concentration étaient tenus par les SS, les sections spéciales d'Hitler, alors que les camps de prisonniers étaient gérés par du personnel militaire. En ce qui nous concerne, par la Luftwaffe. On s'est d'ailleurs bien entendu avec une partie de ce personnel. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance de se retrouver dans un camp de ce type.
en particulier au Stalag Luft 3. On nous avait dit que c'était le fin du fin pour les prisonniers de l'Air Force. Je pense que l'idée des Allemands était que le camp soit suffisamment confortable pour qu'il n'y ait aucun trouble possible. Nous resterions assis là, tranquillement, jusqu'à ce qu'ils gagnent la guerre. Bien entendu, ils se sont trompés. En vérité, les baraquements sont surchargés et les rations insuffisantes. Mais le véritable combat de cette vie carcérale se livre contre l'ennui, insoutenable, et contre la perte même de la dignité et de la liberté. En mai 1940, Des Neely est abattu en vol et fait prisonnier. Lui aussi passe 5 années extrêmement difficiles en captivité. Les Allemands ne nous donnaient qu'un repas par jour, de la soupe ainsi qu'un morceau de pain qui, je crois, nous durait 3 jours. Le soir, on jouait aux cartes, on espérait et l'on se parlait les uns les autres, en essayant de se remémorer le goût que pouvait avoir un bon beefsteak et ce genre de choses. Avant la guerre, John Cordwell est architecte. Afin de tenir le coup moralement, il dessine le journal de sa vie quotidienne en prison. Ce journal de bord des temps de guerre constitue un témoignage remarquable sur la vie au Stalag Luft 3. Il fallait s'occuper l'esprit, s'efforcer de penser à autre chose. Il fallait voir vers l'avenir, ne pas oublier qu'une autre vie nous attendait après celle-ci. Chacun s'occupe comme il peut. Les Américains jouent au baseball et les Canadiens au hockey. On essaie de se maintenir en forme. Il faut garder ses muscles pour le cas où une chance se présenterait. Certains choisissent de poursuivre leurs études. D'autres, de s'engager dans l'orchestre du camp. Mais tout le monde, sans exception, a la nostalgie du pays. Mis à part les femmes, je pense que ce qui nous manquait le plus, c'était notre liberté. Au fur et à mesure que le temps passait, on voyait arriver d'autres amis. Ils se mettaient à nous parler de leur vie, de ce qui avait changé. Pour nous, c'était un monde si lointain de ce qu'on vivait nous-mêmes. Nous avions vraiment le sentiment que la vie nous passait à côté. Dick Churchill est un passionné de musique. Il parvient à obtenir des Allemands de pouvoir utiliser un gramophone. J'ai commencé avec 2 coffrets de disques de Tchaïkovski. L'un était sa 6e symphonie appelée la Pathétique, l'autre était Casse-Noisette. Avec ses amis, il adresse des lettres dans le monde entier, demandant qu'on leur envoie d'autres albums. À la fin de la guerre, ils auront ainsi amassé plus de 3000 disques. En nous plongeant dans la musique, on arrivait à faire en sorte que nos conditions de vie s'estompent un peu et passent à l'arrière-plan. Au printemps 1943, les Allemands laissent les prisonniers bâtir leur propre théâtre. Les détenus mettent en scène des spectacles élaborés où certains des comédiens improvisés incarnent même le rôle de femmes. C'était une sacrée thérapie que de faire du théâtre, croyez-moi. Aller au théâtre revenait à sortir pour assister à un événement extraordinaire. On essayait même de se cuisiner pour l'occasion un dîner qui sorte un peu de l'ordinaire. C'était une chose qu'on avait pratiquement élevée au rang de raison de vivre. Le théâtre faisait également partie de la philosophie des Allemands. Laissons les prisonniers faire leur truc, au moins ça les occupe. Et pendant ce temps-là, ils ne pensent pas à s'enfuir. Malheureusement pour eux, on avait beau être occupés, on n'avait pas pour autant tiré un trait sur l'espoir de nous carapater de cet endroit. S'évader reste pour beaucoup de prisonniers de guerre le but à atteindre. Ils refusent d'admettre le principe selon lequel personne ne peut s'échapper du Stalag Luft 3.
Les tentatives d'évasion sont constantes et deviennent presque un nouveau sport, permettant de garder l'esprit en alerte. C'était une manière d'exercer notre droit, qui était aussi un devoir. Pour bon nombre d'entre nous, on pouvait presque appeler ça un jeu. Il s'agissait de voir si l'on était capable de berner l'ennemi. La plupart des tentatives sont vouées à l'échec. Des gardiens spécialement entraînés, que les prisonniers appellent eux-mêmes les furets, parviennent à les déjouer presque toutes. Les prisonniers de guerre comprennent que s'ils veulent réaliser leurs rêves, il leur faut s'organiser. C'est Roger Bushell, un chef d'escadron né en Afrique du Sud et brillant avocat en Angleterre avant la guerre, qui va présider à la destinée d'un groupe baptisé l'Organisation X. Un groupe chargé d'organiser l'évasion en question. Bushell a été placé au Stalag Luft 3 après 4 tentatives d'évasion d'autres camps. On avait tous confiance en Roger Bushell, parce qu'on connaissait ses activités passées. Il est naturellement devenu Big X, le grand chef de l'organisation X, et nous nous sommes mis très logiquement à suivre ses ordres. Sidney Dawes est l'un des voisins de chambrée de Bushell. Il devient son confident. Le but de Roger était de faire sortir 200 officiers en même temps par un même tunnel. Il disait que ce type d'opération serait de taille à faire dérailler la machine de guerre allemande. Mars 1943. Le projet de Bushell est lancé. Toute l'année, plus de 600 hommes courageux vont consacrer le moindre instant de leur vie à un seul et unique but, la grande évasion. L'organisation X a désormais pris le contrôle de tout ce qui peut toucher à une évasion du Stalag Luft 3. Toute autre tentative que celle fixée doit ainsi obtenir l'aval du groupe. Rien ne sera toléré qui puisse compromettre la grande évasion. Au centre du projet Bushell, il y a la construction simultanée de 3 tunnels au nom de code de Tom, Dick et Harry. Jusque-là, dans notre camp comme dans les autres, il n'avait été question que d'un seul tunnel à la fois. Que les Allemands découvraient l'ouvrage, il fallait tout recommencer depuis le début. J'imagine donc que Roger a pensé en construire 3 en même temps, de sorte que si l'un était découvert, on puisse se rabattre sur les autres. Le colonel Albert Clark, un lieutenant américain, devient Big S, chef de la sécurité. Il est chargé, entre autres, de réunir les hommes capables de mener à bien le projet. On a commencé par les interroger pour s'assurer que c'étaient de véritables prisonniers de guerre et non pas des taupes envoyées par les Allemands. On a essayé ensuite de savoir de quelle formation ils avaient pu bénéficier et quelles étaient les compétences dont ils disposaient et qui pouvaient coller à nos besoins. D'ailleurs, pas une seule fois on s'est trouvé en manque de gars capables d'accomplir des tâches précises. Le Canadien Wally Floody est chargé de superviser le creusement des tunnels. Dans le civil, il a été ingénieur des mines. Ce n'est pas lui qui craindra les galeries très étroites. Les tunnels dépasseront à peine 60 cm de côté. Il est descendu si souvent dans les mines que ça ne le dérangeait pas plus que ça. Beaucoup de gens se sentaient terriblement claustrophobes et d'autres devaient apprendre à gérer ça. Mais Wally n'a jamais ressenti le besoin de s'adapter. La construction démarre le 11 avril 1943. C'est un projet de très grande envergure. Les furets ayant planté des appareils d'écoute électronique dans le sol, on est obligé de creuser à plus de 9 mètres de profondeur. Pour arriver de l'autre côté de la clôture, il faut dépasser la longueur d'un terrain de football. Avec un sous-sol aussi sablonneux, le moindre centimètre de galerie doit être étayé à l'aide de planches. Les lattes qui supportent les matelas à l'intérieur des couchettes font parfaitement l'affaire. Lorsqu'ils ont ouvert ce camp, les Allemands ont commis une regrettable erreur, celle d'équiper les couchettes de sommiers complets. D'ailleurs, quand le tunnel a été terminé, les gars ont passé du temps à bricoler leur lit avec du câble, des torchons, de la ficelle pour faire tenir leur matelas, parce que les planches avaient été utilisées dans les tunnels.
Afin d'évacuer les énormes quantités de terre et de sable, on construit un système souterrain de chariots sur rails. Ceux-ci supportent jusqu'à 90 kg de déblais et servent également à acheminer les ouvriers. Au fond, l'air frais fait rapidement défaut. On fabrique une pompe à air à partir de sacs à dos. Celui-ci est transmis à travers un tuyau fait de boîtes de lait. Sous terre, on progresse lentement, environ 1,20 m par jour. Les mineurs travaillent par équipe de 2, à l'aide d'outils rudimentaires façonnés à la main. La peur de l'effondrement est permanente. Ken Rees est l'un des principaux mineurs. Il ne connaît que trop bien les dangers du terrassement. Le pire était lorsque vous creusiez trop loin de quelques dizaines de centimètres. Ça commençait à s'effondrer et ça risquait de vous ensevelir. Le copain derrière vous était heureusement là pour vous tirer de justesse en arrière. Le problème, c'était que vous étiez dans le noir total, vu que votre petite lampe à huile avait été elle aussi recouverte par le sable. Tout ça était effectivement assez effrayant. L'organisation X sait par expérience qu'une évasion ne peut réussir sans l'appui d'une équipe complète en surface. Le plus gros problème reste de savoir où évacuer le sable creusé. Les furets ont supprimé le rebord des plateformes supportant les baraquements. On ne peut donc plus rien écouler en dessous. De plus, le sable extrait est d'un jaune très clair, on risque de le remarquer. On trouve la solution en confectionnant des sacs à partir de serviettes de toilette que l'on dissimule sous ses vêtements. Les prisonniers ont obtenu la permission de cultiver de petits jardins. Les équipes de dispersion du sable, appelées les pingouins, répandent minutieusement le sable à travers ces jardins, pendant que d'autres camarades se chargent de l'étaler pour le mélanger à la terre. En décembre 1943, nos pingouins ont dispersé en tout 118 tonnes de déblais. Tout ça en 25 000 trajets et pour les 3 tunnels. La sécurité fait également partie des composantes essentielles de la réussite du plan. Le secret absolu doit être gardé. On ne parlait jamais des tunnels. S'il arrivait qu'on entende quelqu'un les évoquer, on lui sautait dessus pour le faire taire. Mais les simples mots de tunnel, sable, etc. étaient proscrits. De cette manière, on gardait toutes nos chances pour que les Allemands ne soient au courant de rien. 300 hommes, surnommés les complices, surveillent constamment les furets. Au moindre danger, ils transmettent un signal d'alerte vers les baraquements où les opérations ont lieu. Il a bien sûr fallu dissimuler l'entrée des tunnels. On creuse Tom de manière pratiquement invisible depuis un sol bétonné. Dick démarre pratiquement sous l'eau dans un bassin de drainage situé sous les douches. Et Harry est caché sous un poêle. Les évadés auront évidemment besoin de papiers et de passeports une fois libres. Les faussaires partent donc travailler vers une salle de classe déguisée en étudiants pendant que les complices surveillent les parages. Les documents qu'ils fabriquent se révèlent être d'une précision et d'un détail extraordinaires. En tant qu'architecte, on m'a chargé d'imiter à la main des caractères tapés à la machine. On dessinait tous très minutieusement à l'aide d'un crayon très fin. Ensuite, on repassait 2 fois par-dessus avec de l'aquarelle. Et avec un bâton à la pointe effilée, on découpait le papier en le dentelant. On faisait même en sorte, quelquefois, qu'une lettre particulière soit décalée, vous savez, comme sur une machine à écrire défectueuse ou une lettre déraille. C'était un travail de fou, et le résultat ressemblait à s'y méprendre à un document authentique. La position de cachet officiel sculptée dans des talons de bottes met la touche finale à ces faux documents. Afin de pouvoir se repérer une fois dehors, les cartographes vont fabriquer 1000 cartes détaillées en 4 couleurs. On confectionne également 200 boussoles à partir de lames de rasoir et des disques de Dick Churchill.
Les disques étaient faits à partir d'un composé de cire. Ils servaient à former la surface non métallique d'une boussole. On les chauffait et on en prélevait des lamelles, qu'on moulait ensuite, par exemple, sur les haut-parleurs que les Allemands avaient placés dans plusieurs blocs pour diffuser leur propagande. En fouillant vraiment, ils auraient pu retrouver un tas d'aiguilles de boussole collées à l'arrière de la partie aimantée, à l'intérieur du haut-parleur. Les services de renseignement se chargent de recueillir des informations capitales ainsi que des accessoires extrêmement importants, comme les horaires de train ou des appareils photographiques pour les pièces d'identité. Ils soudoient les gardiens et les font chanter grâce aux objets que les prisonniers reçoivent de chez eux. J'ai pu envoyer 4 colis par an. La population allemande n'avait pas du tout ce dont on disposait ici. Ainsi, mes fils ont pu échanger certains biens, comme du chocolat ou du café qu'on ne trouvait pas en Allemagne et que les gardiens souhaitaient absolument rapporter chez eux quand ils partaient en permission. C'est comme ça qu'on a pu les corrompre. Une fois que vous teniez un Allemand qui avait accepté un pot de vin, c'est par le cou que vous le teniez. S'il ne fournissait pas les informations voulues, il suffisait de le faire chanter, en le prévenant qu'on allait le dénoncer pour telle autre information qu'il avait déjà livrée. Cela suffisait à la fois à nous assurer qu'il ne dirait rien sur nous et qu'il continuerait à nous renseigner. Le Canadien Keith Ogilvy a travaillé avec ce service de renseignement afin de trouver des documents officiels à reproduire. Un jour, le vieux sergent allemand qui s'occupait de notre groupe me tournait le dos avec son portefeuille qui dépassait de sa poche arrière. J'ai délicatement tiré sur le portefeuille, je l'ai passé à l'un des gars en lui disant d'amener ça à Roger et de le rapporter aussi vite que possible. On a donc photographié tous ces papiers. Quand notre copain nous a rapporté le portefeuille, on a tapé sur l'épaule du vieux en lui disant « Hé, regardez, on a retrouvé votre portefeuille par terre. » Le type s'est pratiquement évanoui. « Oh mon Dieu, si je perds ça, c'est le front de l'Est assuré pour moi. Je suis tellement content, tellement content. » Il ne savait plus quoi faire pour nous remercier. À partir des uniformes des prisonniers et de leur couverture, les tailleurs confectionnent des tenues de civils. On y rajoute des poches cachées pour y dissimuler la nourriture pour le trajet. On va même jusqu'à équiper 2 futurs fugitifs d'uniformes allemands faits maison. On avait habillé l'un de nos camarades en sergent allemand. On lui avait fabriqué un fusil à partir de pièces de bois. Et à moins de prendre l'arme pour l'examiner de plus près, il était impossible de la différencier d'une vraie. Jusqu'à la fin août 1943, on continue de creuser au nez et à la barbe des Allemands. Cependant, l'organisation a remarqué que l'on construisait un nouvel ensemble de baraquements. Il s'agit en fait de déplacer d'ici quelques mois les prisonniers américains. Bon nombre d'entre eux ont travaillé dur sur le tunnel et personne ne veut les voir rater leur chance de s'enfuir. On décide alors de concentrer ses efforts sur Tom, le tunnel le plus court. On cesse de creuser Harry et Dick sert à évacuer le sable. Il faut mettre les bouchées doubles si l'on veut s'évader avant que le nouveau complexe ne soit terminé. Les Furets suspectent bien quelque chose. Mais la sécurité est si bien assurée qu'ils sont incapables de trouver la moindre preuve. À la mi-septembre, Tom est pratiquement terminé. Certains des prisonniers pensent même qu'ils passeront Noël en famille. Mais leur rêve tourne court. Un furet découvre tout à fait par hasard l'entrée du tunnel. Ils étaient en train de discuter et l'un des gardiens jouait plus ou moins en même temps avec un long pic de fer qu'il tapotait contre le sol. Le pic a fini par fissurer la trappe et par la traverser. L'Allemand a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Voilà. On avait enfin trouvé ce qui se tramait. Nous étions tous tristes parce que ça aurait été une superbe évasion.
On était déjà à au moins 6 mètres à l'intérieur des bois et on aurait pu faire passer 200 hommes sans aucun problème. Cette découverte est pour eux un choc terrible. Les Américains viennent de perdre leur chance de s'évader. Les Furets ont remporté une manche. Mais Roger Bushell avait prévu cette possibilité. Et l'organisation dispose encore de 2 tunnels. Les Furets redoublent désormais de vigilance. Aussi, pendant 4 mois, on cesse toute activité de terrassement en espérant qu'ils finiront par relâcher leur attention. Finalement, en janvier 1944, les terrassiers redescendent les 9 mètres du puits de Harry et se remettent à creuser. Il a été décidé de se concentrer sur Harry. Si c'est le plus long trajet jusqu'à la clôture, les Allemands seront justement loin de se douter qu'on puisse engager un tel projet. Mais l'hiver qui s'est installé rend la dispersion du sable beaucoup plus difficile. Quand on a repris Harry, on ne pouvait évidemment pas se permettre de répandre à même la neige le sable creusé. Alors, on s'est demandé ce qu'on pouvait en faire. À une réunion du comité, quelqu'un a proposé « Et pourquoi pas le théâtre ?» Et là, Roger Bushell a répondu « Sacrée bonne idée !» Le théâtre s'avère être un lieu idéal. Les prisonniers l'ont construit de leurs propres mains. Ils ont laissé les bords du soubassement fermés. Il y a là plein de place. On construit donc une trappe sous l'un des sièges. On a dispersé énormément de sable de cette manière, chaque soir, pendant environ 2 mois. À la fin, ça devait faire 80 tonnes de sable glissé là-dessous. Le 14 mars 1944, le tunnel Harry a enfin atteint la longueur prévue, plus de 100 mètres. Après presque une année de travail, l'évasion est quasiment prête. Mais l'hiver est toujours aussi rude. Le comité préférerait attendre que le printemps se soit installé. La sécurité répond qu'elle ne peut pas tenir plus longtemps. Si l'on s'enfuit maintenant, le gel rendra la cavale beaucoup plus difficile, mais on déstabilisera bien davantage l'effort de guerre allemand. On arrête donc la date du 24 mars 1944 comme celle du moment fatidique. L'une des raisons était que c'était une nuit sans lune. Il fallait aussi fixer une échéance de manière à ce que tous les laissez-passer soient tamponnés à la même date. Le comité de l'organisation doit encore affronter la lourde responsabilité de choisir quels sont les 200 hommes qui s'enfuiront. Si Roger désigne lui-même les 30 premiers les plus susceptibles de rejoindre leur pays et leur foyer, en particulier grâce à leur pratique courante de l'allemand, on tire au sort dans un chapeau les 170 suivants. Je crois que c'était vers la mi-mars. Un gars du comité est entré et m'a annoncé que mon nom avait été tiré au sort pour faire partie du groupe qui traverserait le tunnel. J'étais bien sûr très heureux, pensez-vous donc, après 3 années à ruminer cette perspective. Je n'avais jamais rien gagné auparavant à la loterie. Et là, c'était en quelque sorte le gros lot. Les 200 heureux élus reçoivent en même temps que leur nouveau papier d'identité des vêtements ainsi que de l'argent et une ration de nourriture pour la route. Il est alors plus question de revenir en arrière. On sentait bien tout à coup une excitation envahir le camp. C'était en même temps dangereux et difficile à vivre parce que les hommes voulaient se parler les uns les autres. Vous savez, les moins expérimentés sur la question voulaient en apprendre de leurs camarades qui avaient déjà tenté l'expérience. Ils voulaient tout savoir d'un coup, avoir les meilleurs conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment fait-on? Où il faut aller ensuite? On sentait beaucoup d'anxiété. Je pense que tout le monde ressentirait d'une manière ou d'une autre de l'inquiétude dans ce type de situation. Mais ce qui primait, c'était le fait qu'on ait enfin une chance de sortir de là. On avait gratté le sol pendant des années en se contentant d'espérer et le rêve allait enfin devenir réalité.
Les Allemands sont convaincus qu'une évasion se trame, mais ils ne parviennent toujours pas à en obtenir la preuve. Cependant, on voit Wally Floody ainsi que d'autres membres clés de l'organisation X brusquement transférés vers d'autres camps. Une mesure qui s'assortit d'un avertissement général, comme quoi s'évader ne sera désormais plus considéré comme un sport. Peu, en réalité, y prêtent attention. Lors de notre toute dernière réunion avec Roger, nous avons discuté de la sortie du tunnel. Il nous a fait un topo sur ce à quoi on pouvait s'attendre de l'autre côté, sur ce qui pouvait nous arriver et ne pas nous arriver. Je me souviens parfaitement avoir dit que les Boches étaient des petits malins qui finassent. Ils vous plaquent contre un mur et vous menacent de vous abattre. J'ai ajouté qu'ils n'oseraient jamais faire ça. Nous sommes au soir du 24 mars, point culminant d'années de labeur et d'intenses préparatifs. À la nuit tombée, la première équipe s'enfonce comme prévu dans le tunnel. Mais elle se heurte bientôt au premier d'une malencontreuse série d'obstacles. L'une des choses les plus importantes que nous ayons oubliées était qu'il y avait énormément de neige par terre et qu'en dessous, c'était de la glace. On n'avait pas prévu que la glace recouvrirait notre trappe de sortie dans les bois. Et l'on n'avait pas non plus d'objet pour faire office de pic à glace. On a perdu comme ça 1h30. Je crois qu'on devait sortir vers 20h30 ou 21h. En réalité, la première personne a mis le nez dehors à 22h30. En passant la tête à l'air libre, les hommes découvrent avec effroi qu'ils sont encore à 9 mètres de la bordure des bois. Roger décide rapidement d'un plan. Le premier rampera jusqu'aux arbres. Il se cachera dans les buissons et signalera au suivant par une corde que la voie est libre. D'autres hommes sont à présent engagés dans le tunnel de 60 cm de côté. Beaucoup s'y trouvent pour la toute première fois. La chose n'était pas difficile pour ceux qui l'avaient creusé. Ils avaient eu le temps de s'y habituer. Mais vous imaginez la différence pour ceux qui ne l'avaient jamais vu auparavant. Ils étaient tout à coup confrontés à cet étroit passage qui disparaissait au loin. 1 ou 2 gars ont d'ailleurs été pris de panique. Certains ont voulu emporter trop de choses avec eux. Ils heurtent les planches qui étaient la galerie, provoquant de nombreux affaissements qui ajoutent encore au retard. Les gens me demandent parfois « Qu'avez-vous fait pendant que vous étiez allongé dans le tunnel ?» On est resté allongé comme ça, 3/4 d'heure environ, à attendre que devant ils réparent le haut du tunnel. Alors je leur réponds simplement « Je suis resté allongé ». Pour rendre la progression plus facile, on a tiré une ligne d'éclairage à partir de câbles volés et branchés sur l'électricité du baraquement. Mais vers minuit, un raid aérien sur Berlin occasionne une coupure de courant, retardant encore l'évasion de 35 minutes. La progression est lente, mais les hommes atteignent peu à peu l'extrémité du tunnel. Si j'avais pu, j'en aurais hurlé de joie. Je me retrouvais tout à coup de l'autre côté de la clôture. Même si ça ne devait être que pour un court instant, c'était en tout cas la liberté. C'était comme avoir tout à coup entre les mains un grand whisky soda. Sous terre, on continue de se démener et de ramper vers la liberté. Quand tout à coup, une sentinelle s'éloigne de son poste de garde et se rapproche dangereusement de la sortie du tunnel. Si elle continue d'avancer, tout est perdu. À 4h55 du matin, 76 hommes sont déjà sortis. Mais une sentinelle s'avance dangereusement vers la trappe du tunnel. J'étais le numéro 76. Je me trouvais allongé au sol, regardant d'un côté vers le tunnel, de l'autre vers le garde, qui n'arrêtait pas de se rapprocher. Je me disais, mon Dieu, pourvu qu'il cesse d'avancer comme ça, pourvu qu'il revienne sur ses pas. Mais il a continué de marcher jusqu'à ce qu'il se retrouve pratiquement à l'aplomb du trou.
Celui qui était juste en dessous et qui attendait pour faire sa sortie a bondi alors vers les arbres. À partir de là, je crois que ça a été la débandade. La sentinelle tire alors que Keith Ogilvy s'enfuit dans les bois. Je m'étais lancé à mon tour dans le tunnel. Je devais en être à la moitié du parcours quand j'ai entendu un coup de feu. Je ne pouvais pas tourner dans l'autre sens, alors j'ai rebroussé chemin à reculons et je suis remonté dans le baraquement où c'était un véritable bazar. Tout le monde brûlait ses papiers et se gavait de rations qui avaient été distribuées pour la fuite, parce qu'on savait que ça allait nous être confisqué. Les gars s'empiffraient de leurs barres de chocolat. Au Stalag Luft 3, les gardiens découvrent rapidement les preuves à charge qui leur manquaient. L'alerte générale est lancée sur tout le territoire allemand. Quoi qu'il arrive, dorénavant, la grande évasion a d'ores et déjà atteint l'un de ses principaux objectifs. Plus de 5 millions d'Allemands sont en effet démobilisés de l'effort de guerre et doivent participer à la traque des fugitifs. Les évadés sont maintenant rendus à leur liberté. Beaucoup, comme Dick Churchill et Keith Ogilvy, traversent à pied les interminables forêts gelées, espérant pouvoir parcourir les 160 km qui les séparent de la frontière. Mais ils sont bientôt trahis par le mauvais temps. Les hommes que les Allemands rattrapent sont épuisés et gelés. D'autres fugitifs comme Sidney Downs, Jimmy James et Des Neely se risquent à prendre le train. Mais sous l'œil inquisiteur des Allemands, ils ne tardent pas à être démasqués. On m'a interrogé dans le train et je pensais m'en sortir plutôt bien. En vérité, je me suis fait prendre. J'ai demandé alors où est-ce que j'avais eu faux et l'on m'a avoué que ce qui m'avait trahi n'était pas ce que j'avais répondu. J'avais été effectivement convaincant, mais c'était la photo prise en tenue d'évasion. On m'a dit comme ça: vous portez sur cette photo exactement la même chemise et la même cravate que celle que vous avez là. Et ce ne sont pas des choses qu'on rencontre dans la réalité. Sur les 76 évadés du tunnel, seuls 3 retrouveront leur liberté. L'un d'entre eux rejoint la Hollande par le train, pendant que les 2 autres sautent à bord d'un cargo suédois. On rassemble les hommes et on les met sous les verrous. La plupart s'attendent à retourner au Stalag Luft 3 et à passer un bon bout de temps au frais. Mais cette tentative est différente des précédentes. Hitler lui-même a été informé de l'évasion massive. Il est furieux. Il donne l'ordre à la Gestapo d'abattre la totalité des prisonniers. Göring parvient néanmoins à convaincre le Führer qu'une telle décision risquerait de déclencher des représailles de la part des Alliés contre les prisonniers allemands. On décide alors que 50 fugitifs seront exécutés. La Gestapo est venue à notre prison. Ils ont emmené des petits groupes de 6, 8 ou 10 hommes qu'on n'a jamais revus. On ne savait pas où ils étaient passés, ni ce qui avait pu leur arriver. L'hypothèse optimiste voulait qu'ils aient été simplement reconduits au camp. Et en vérité, c'est vers leur propre mort qu'on les a amenés. On ramène chaque groupe vers le Stalag Luft 3 par la route. Pendant le trajet, les voitures s'arrêtent et l'on demande aux prisonniers de descendre ou se dégourdir les jambes. C'est le moment choisi pour qu'un agent de la Gestapo s'avance dans leur dos et leur tire dans la nuque. Personne ne sait exactement sur quels critères on a choisi les 50 condamnés à mort. Aucune logique n'a guidé cette décision. Roger Bushell a été exécuté, alors que Wednesday, officier de la Royal Air Force, a été épargné. La plupart des 23 fugitifs survivants retournent au Stalag Luft 3. Là, on les informe officiellement de l'horrible nouvelle. On nous a envoyé un officier qui nous a annoncé que 50 d'entre nous avaient été touchés dans leur fuite. Notre officier s'est ensuite dirigé vers l'officier allemand pour lui demander combien parmi eux avaient été blessés.
L'Allemand s'est alors tourné vers nous avec des larmes dans les yeux pour nous lire le rapport officiel comme quoi on avait abattu 50 hommes qui avaient tenté de s'enfuir. C'était la phrase en usage pour camoufler un assassinat. Plusieurs semaines plus tard, on remet aux prisonniers les urnes contenant les cendres des victimes. Les survivants du massacre obtiennent l'autorisation d'ériger un monument à la mémoire de leurs camarades tombés au champ d'honneur. On était tous abattus. Ça n'était pas comme si quelqu'un avait joué les têtes brûlées en essayant, par exemple, d'escalader la clôture en plein jour et s'était fait prendre par une sentinelle. Ce genre de choses pouvait effectivement faire partie des risques de la guerre. Mais assassiner de sang-froid, admettre que ces faits avaient bien eu lieu, nous a été extrêmement difficile. À la fin, il nous a bien fallu nous rendre à l'évidence. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, avait au moins un ami, sinon plusieurs parmi ses 50 camarades. Malgré toute l'horreur de la chose, les tentatives d'évasion se poursuivent. Alors que la guerre se termine, on creuse un nouveau tunnel du nom de George. Jimmy James, Sidney Dawes et Winsday sont envoyés vers un camp de la mort. Là, ils vont à nouveau creuser, mais seront une nouvelle fois rattrapés. Un an plus tard, les Alliés libèrent les camps d'emprisonnement. Dans un ultime et glorieux geste de défi, les derniers détenus mettent le feu au bâtiment avant de s'apprêter à retrouver leur liberté. Ils ont survécu, même s'ils ont dû laisser entre les mains de l'ennemi des années de leur jeunesse. D'autres, cependant, auront eu plus de chance en parvenant à échapper aux nazis à l'intérieur des lignes ennemies. Sabotage, terrorisme, espionnage, assassinat. C'est le rôle de la résistance dans l'Europe occupée de la Seconde Guerre mondiale. Où comment de courageux civils, hommes et femmes, mènent une guerre secrète contre l'occupant nazi. Comment ils interviennent derrière les lignes ennemies afin d'appuyer les Alliés et reconquérir la dignité et la liberté volées à leur pays. Dans leurs actions, les résistants savent qu'ils risquent gros. Être pris par les Allemands, c'est être torturé, puis exécuté. L'une de leurs principales missions consiste à aider les aviateurs alliés descendus en vol à fuir le sol ennemi. Afin de les abriter et de les guider en sécurité vers leur rapatriement, la résistance a élaboré un réseau complexe de communication, d'agents secrets et de refuges. Ces filières clandestines spécialisées dans les évasions portent des noms de code. Le réseau Comet, le réseau O'Leary, le réseau Opossum. Mais aussi efficace et organisée soit-elle, la liberté n'est souvent pour ces soldats alliés que l'aboutissement d'un long périple. Les aviateurs auront en effet à parcourir à pied des centaines de kilomètres en territoire ennemi avant d'espérer rejoindre un pays neutre. Dès 1940, Winston Churchill reconnaît lui-même l'importance de cette lutte clandestine. Il crée une division des opérations spéciales. Une partie de cette section se compose d'une unité de pilotes chevronnés appelée Escadrille 161, à qui l'on confie des responsabilités particulières. Leur mission consiste à voler loin derrière les lignes afin de parachuter à la résistance, nourriture, équipements, armes et munitions, ainsi que des agents des forces spéciales. C'est l'une des artères qui alimente en vivre la résistance et lui permet d'entretenir ses filières d'évasion. Afin également de récupérer leurs compatriotes, 161 pilotes se poseront à maintes occasions dans des champs et des prés anonymes après un vol périlleux guidé par la seule clarté de la Lune. S'ils savent que les dangers qu'ils affrontent sont immenses, ils ne restent pas moins fermement engagés dans leur mission. En 1943, Hugh Varity,
Un ancien pilote spécialisé dans la chasse aérienne nocturne se porte volontaire pour rejoindre cet escadron. En 1942, j'étais déjà père de 2 enfants. L'idée qu'ils puissent se retrouver sous la domination des nazis m'était insupportable. On devait donc faire tout ce qui était dans nos moyens pour empêcher ça. Le pilote Lewis Hodge fait partie de cette escadrille 161. Il se souvient de l'extrême importance des opérations. Touché en vol dans le nord de la France, il a miraculeusement réussi à marcher sur 1300 km avant de rejoindre la frontière espagnole. Je me rappelle parfaitement ma traversée à pied des Pyrénées. Je me disais que si seulement un avion pouvait arriver et atterrir rien que pour moi dans le champ juste en face, tout serait merveilleux. Je ne me rendais pas compte que pendant 18 mois, c'est exactement ce que j'avais fait en compagnie de mon escadrille. Mais le succès de ces opérations aériennes ne repose pas uniquement sur le courage et la dextérité des pilotes. Les agents français, chargés de repérer et de préparer les champs pour chaque atterrissage, remplissent un rôle tout aussi important. Il fallait premièrement un pré qui fasse environ 1 km de long et qu'on puisse facilement protéger en postant des gardes tout autour. L'artilleur aérien Fred Gardner fait partie de ceux qui ont eu la chance d'être secourus grâce aux efforts extraordinaires de l'escadrille 161. En 1943, il est à son poste à bord d'un bombardier Lancaster quand son appareil est touché au-dessus de la Belgique. Des Messerschmitt allemands nous ont attaqués. On s'est fait descendre en flammes. Et par chance, on a réussi à s'en sortir, sauf 3 camarades qui se sont fait tuer. Dans sa chute, Gardner a perdu ses chaussures. Il se pose dans un champ. Il fait nuit noire. Là, enveloppé dans son parachute, il attend le jour. Au petit matin, il commence à chercher alentour s'il peut trouver de l'aide. J'avais très mal aux pieds. Au bout d'un moment, je suis arrivé dans un petit village. En descendant la rue principale, j'ai entendu que des véhicules de transport approchaient et je me suis dit que ça pouvait bien être des Allemands. La population n'avait pas encore énormément de véhicules à moteur à l'époque. Je me suis donc précipité pour entrer dans la première maison qui se trouvait là. Et heureusement, parce qu'en regardant par la fenêtre, j'ai vu passer un camion militaire allemand qui transportait des soldats avec leurs fusils debout entre les genoux. Je suis sûr qu'ils partaient à notre recherche après le crash de notre Lancaster. Dans cette maison, il y avait une vieille dame qui a éclaté en sanglots lorsqu'elle m'a vu. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait peur ou bien si c'était mon apparence qui l'attristait. Il faut dire que j'étais assez amoché. J'avais un œil poché, des cheveux brûlés, j'étais pieds nus, j'étais couvert d'ecchymoses. Elle a appelé un homme qui était dans une autre pièce. Il m'a apporté des chaussures et des vêtements en me recommandant de me mettre immédiatement en civil. J'ai compris à ce moment-là que j'avais eu la bonne intuition de tomber sur cette maison et sur ces gens si gentils qui allaient peut-être même m'aider à quitter le pays. Le lendemain, on donne à Gardner une bicyclette et on l'accompagne jusqu'au village suivant, à 5 km. Je commençais à désespérer de pouvoir récupérer du sommeil. Et il y avait là un beau lit bien confortable. Je venais juste de me déshabiller et de me glisser sous les draps quand un type a fait irruption pour me dire de partir sur le champ avec lui, parce que j'étais dans la maison d'un collaborateur. Dès lors, il se retrouve sous l'aile protectrice de la résistance. Mais les résistants doivent encore s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un imposteur. Un de leurs agents l'interroge alors. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a donné un grand coup de poing pour observer ma réaction. Je pense que si je m'étais exclamé en allemand plutôt qu'en anglais, on m'aurait pris pour une taupe allemande
et c'en aurait été fini pour moi. Le soir même, on emmène Gardner au presbytère du village, où le prêtre l'héberge. Le lendemain soir, celui-ci lui remet une soutane comme nouvel habit. Il le conduit ensuite vers un lieu convenu, et après avoir échangé une série de sifflements codés, le confie à un nouveau résistant. Ce résistant avait échappé à une embuscade des Allemands. Il était fiché, et la Gestapo le traquait. Le fait de me retrouver avec lui ne facilitait donc pas les choses. Les deux hommes traversent prudemment les bois, mais soudain ils tombent sur un camp militaire allemand. On était près d'un baraquement, et tout à coup une porte s'est ouverte en laissant passer de la lumière vers nous. Des soldats allemands sont sortis par grappes avec leurs fusils, et mon compagnon m'a aussitôt poussé dans un fossé. On a attendu là, accroupi, pendant que les Allemands enfourchaient leurs bicyclettes. Ils sont passés juste à côté de nous. Là, j'ai réalisé que si on avait fait le moindre bruit, comme éternuer ou tousser, et s'il s'en était rendu compte, mon compagnon aurait probablement tiré, et c'en aurait été fini de nous deux. Gardner ne sait pas encore qu'il vient d'être pris en charge par le réseau Opossum, chargé de le faire passer en Espagne. Pendant 2 semaines, on le conduit parmi les dédales de l'organisation secrète. Pas une fois, il ne connaîtra la véritable identité de ses bienfaiteurs, ni les destinations vers lesquelles on le mène. Tous les gens impliqués dans cette chaîne d'entraide, d'un village à l'autre et d'une maison à l'autre, risquaient bien sûr leur vie pour moi. J'étais tout à fait conscient que si on les attrapait, ça pouvait être la mort pour eux, alors que pour ma part, j'aurais pu m'en tirer avec le statut de prisonnier de guerre. On fournit à Gardner une fausse identité. Il s'appellera désormais Jean-Joseph Jacques. Un taxi l'emmène auprès d'une résistante qui l'accompagne à travers la forêt jusqu'à la frontière franco-belge. Là, un autre guide le prend en main avec une autre personne. Il les conduit tous deux à la gare de Sedan. Le guide leur a ordonné de l'attendre à la table d'un restaurant pendant qu'il achète des billets de train. Tout à coup, des soldats allemands sont venus s'asseoir à la même table. Ils ont posé leurs pistolets mitrailleurs par terre contre le banc. Il ne fallait pas qu'on prononce le moindre mot. En sortant de la gare, notre guide, qui avait compris la situation, nous a fait signe de nous éclipser discrètement. La chance lui a à nouveau souri. Après un voyage quelque peu tendu, il descend à Reims. Il est en territoire ennemi depuis plus d'1 mois à présent. Pourtant, s'il s'en est miraculeusement bien tiré jusque-là, il se trouve encore à plus de 800 km de la frontière espagnole, où la liberté l'attend. L'étape suivante est en lieu sûr, dans la petite ville de Fismes, où une famille le prend sous sa protection. C'est chez eux qu'on nous a annoncé qu'on allait peut-être sortir de France, grâce à un avion qui devait arriver avec des agents et un chargement destiné à la résistance. J'ai appris la nouvelle avec un de ces bonheurs. Après plusieurs fausses alertes, Gardner apprend enfin qu'un vol est prévu pour le 13 septembre. On lui demande de se tenir prêt à partir pour 23 heures. On a marché dans l'obscurité jusqu'au champ où devait avoir lieu l'atterrissage. On nous avait demandé de rester complètement silencieux et de marcher l'un derrière l'autre en gardant une certaine distance entre nous. En approchant du terrain, on a vu l'appareil arriver au-dessus de nos têtes. Soit il était en avance, soit c'est nous qui étions en retard. Le pilote, qui attend en tournant au-dessus du champ, n'est autre que Hugues Varity. Le délai fixé tire à sa fin. S'il ne reçoit pas sous quelques instants le signal prévu, il sera contraint d'abandonner la mission. J'effectuais des cercles au-dessus, pas exactement au-dessus du champ, mais je revenais régulièrement pour voir s'ils étaient enfin arrivés. J'ai attendu comme ça environ 1 heure. On a couru sur les 400 derniers mètres qui nous séparaient de la piste d'atterrissage. Il a fallu encore allumer les torches. Après un dernier tour, le pilote a effectué sa descente, pendant qu'on nous demandait de patienter à l'abri. Il a fait un très bon atterrissage et puis un demi-tour vers le début de la piste, de manière à se tenir prêt à décoller. Quelques minutes plus tard, on s'élevait dans les airs pour rentrer chez nous.
On a traversé la Manche, puis on a survolé la côte anglaise, où j'ai reconnu l'endroit où vivait ma grand-mère, et même sa rue. Elle n'avait plus de nouvelles de moi depuis plusieurs semaines. Elle ne savait pas que j'étais vivant. Elle croyait peut-être même que j'étais mort. Après 5 semaines de cavale, on ramène Fred Gardner sain et sauf en Angleterre. Mais parmi ceux qui l'ont aidé, tous n'ont pas eu autant de chance. Certains de ceux qui l'ont hébergé à Fimes jusqu'à son vol de rapatriement mourront en déportation après avoir été dénoncés par leur propre fille à la Gestapo. Quant à l'agent responsable de l'opération, un Belge du nom de Dominique Portier, malheureusement, après quelques opérations comme celle-ci, il a été trahi. On l'a attrapé et on l'a torturé, tellement qu'il n'en pouvait plus, et il a préféré mettre fin à ses jours en sautant par une fenêtre du 2e étage. À la fin de la guerre, l'escadron de la Lune aura ainsi rapatrié plus de 650 passagers hors de la France occupée. Plus de 6000 aviateurs alliés sont également parvenus à échapper à leur arrestation. Si derrière chacun de ces hommes se cachent des événements dramatiques, aucun récit d'évasion n'est aussi audacieux et palpitant que l'histoire vécue par Lucie et Raymond Aubrac. Au fur et à mesure de l'avancée du conflit, les actions de la résistance s'intensifient. Les résistants restent en permanence confrontés au spectre de la brutalité et de la torture nazie. Ils savent que s'ils sont pris, ils mourront. Barbara Bertram et son mari ont hébergé en lieu sûr, chez eux, dans le sud de l'Angleterre, des agents de renseignement français en route vers leur pays occupé. Plus de 200 agents sont ainsi passés par leur domicile. Parmi eux, une femme qui lui a raconté les pratiques des nazis. Elle m'a raconté les tortures. Elle m'a dit que beaucoup de gens étaient d'accord avec elle pour penser que les petites choses étaient les pires, comme le fait d'arracher les dents ou bien les ongles, ou encore d'enfoncer des épingles dans la poitrine. C'était pire encore et plus insupportable que les coups et le supplice de la baignoire. Malgré les dangers terrifiants qui les guettent, les réseaux de résistance se multiplient. En 1941, Lucie et Raymond Aubrac participent à la fondation du groupe Libération Sud à Lyon. Ils ont déjà un bébé, Jean-Pierre, et Lucie est enceinte de leur 2e enfant. Elle est enseignante, lui est ingénieur. Se servant de cette vie quelque peu anonyme comme d'une couverture, ils parviennent à organiser sans trop d'inquiétude les réunions à leur domicile, avenue Esquirol. Bien que le début de la guerre compte de nombreux groupes de résistants comme celui des Aubrac, ceux-ci restent dispersés et manquent encore d'organisation. Le principal artisan de l'unification de ces réseaux sous la bannière du général de Gaulle n'est autre que Jean Moulin. En 1943, Raymond et Lucie Aubrac le rencontrent. Moulin confie à Raymond le commandement de l'armée secrète pour le nord de la France. Ah, ce fut pour moi une fierté. Je me trouvais hissé au plus haut sommet. Cette seule et unique rencontre avec Jean Moulin n'a pourtant duré que 2 heures. Nous avons échangé une poignée de main au début et une autre poignée de main lorsque nous nous sommes quittés en nous disant au revoir et à demain. Et il n'y a jamais eu de lendemain. Le 21 juin, Raymond a rendez-vous avec Jean Moulin au domicile du docteur Frédéric Dugoujon, un éminent médecin proche de la résistance. Quand tout à coup, sa maison se trouve encerclée par une troupe d'éléments de la Gestapo, sous les ordres de leur tristement célèbre chef, Klaus Barbie. Ils nous ont tous arrêtés. La Gestapo a fait éruption de la manière la plus brutale qui soit. Ils sont montés au 2e étage et ont commencé à casser les meubles et à frapper tout le monde. Après quoi, ils nous ont passé les menottes.
Et Jean Moulin, qui se trouvait juste à côté de moi à ce moment-là, m'a demandé d'attraper discrètement un papier dans sa poche et de m'en débarrasser. Je l'ai mangé. Le goût n'était pas terrible. On emmène les prisonniers au sous-sol du quartier général de la Gestapo. Ils sont interrogés de jour et passent leur nuit dans l'horrible prison du Mont-Luc. Lucie et son groupe savent parfaitement que ces interrogatoires s'accompagnent de tortures. Ils s'affairent immédiatement à monter un plan pour libérer les hommes. Comme a dit sa sœur, Jean Moulin était l'homme qui connaissait tous les chefs de réseau. Il était le seul à connaître tous les lieux clandestins de réunion, que la police n'avait pas encore découverts. C'était donc lui qu'il fallait absolument libérer en premier. Mais la Gestapo questionne Jean Moulin de la manière la plus expéditive et violente qui soit. Un jour, Raymond Aubrac aperçoit son supérieur par un trou à travers la porte de sa cellule. C'est par ce petit trou dans la porte de ma cellule que j'ai vu Jean Moulin pour la toute dernière fois. 2 soldats l'emmenaient pour suivre son interrogatoire en bas. Il était couvert de sang. Ses vêtements étaient maculés et déchirés. Moulin a payé le prix terrible en gardant le silence complet. Il est trop tard pour le sauver. Mais l'on peut encore faire quelque chose pour Raymond. Le 23 juin, son épouse se met sur son 31. Elle emmène avec elle de faux papiers d'identité et se rend au quartier général de la Gestapo en se présentant comme sa fiancée. Curieusement, Barbie en personne accepte de la recevoir. Elle le supplie alors de libérer Raymond, mais Barbie ne plie pas. Et lui-même d'ailleurs qui chaque jour depuis une semaine s'occupe de l'interrogatoire et des sévices sur son mari. Il prenait une matraque et me frappait dans le dos et sur la tête en répétant sans cesse les mêmes questions. Je me suis d'ailleurs évanoui au cours de ces interrogatoires. Mais Raymond lui aussi reste muet. La Gestapo ne s'est même pas aperçu qu'il était juif. Néanmoins, son sort est joué. Et Lucie sait que les minutes qui lui restent pour agir sont comptées. Avec son réseau, elle élabore un plan audacieux. Si elle peut s'arranger pour le voir au quartier général de la Gestapo, ses camarades sauront à quel moment précis on le reconduira vers la prison. Ils tendront alors une embuscade au camion sur le chemin du retour. Tous se lancent avec ferveur dans les préparatifs et les répétitions. La sœur de Lucie se charge de placer provisoirement le petit Jean-Pierre auprès d'un home d'enfants dans le massif du Vercors. Sa mère peut ainsi se concentrer à plein temps sur le projet d'évasion. Lucie achète 2 Allemands pour qu'ils lui permettent de voir Raymond. Elle les a convaincus qu'elle devait absolument voir son fiancé afin de lui demander de l'épouser avant son exécution. Pour la dignité de l'enfant qu'elle porte en elle, a-t-elle déclaré. Le 19 septembre, on ramène Raymond au quartier général de la Gestapo. Lorsqu'il entre dans le bureau, Lucie s'y trouve déjà. Alors, pendant un instant, j'ai pensé évidemment qu'elle était arrêtée. Et puis, j'ai vu qu'elle portait un superbe chapeau, ainsi qu'une nouvelle robe. L'officier de la Gestapo était très courtois avec elle, et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il était en train de se passer quelque chose d'inhabituel. Lucie est convaincante dans son rôle de fiancée amoureuse et éperdue. La Gestapo marche. Lorsqu'elle lui lance un clin d'œil d'adieu, Raymond comprend qu'on prépare son évasion. Pour mener à bien l'embuscade, on a fait passer en contrebande des armes depuis la Suisse. Chaque détail de l'opération a été réglé avec le plus grand soin. Le réseau de Lucie est enfin prêt. Donc on a attendu le retour de ce camion le soir dans les rues de Lyon. Et quand il est arrivé à 18h30, on a attaqué son chauffeur, ainsi que 2 soldats allemands, l'un à côté et l'autre derrière. On avait des armes munies de silencieux. Les soldats de la Gestapo savent qu'en cas d'embuscade, ils doivent abattre immédiatement la totalité des prisonniers qu'ils transportent. Dès que Lucie a attaqué le camion, les officiers qui nous accompagnaient ont hésité à nous tuer.
Au lieu de ça, ils ont sauté du camion pour tirer sur nos camarades. Avec les autres prisonniers, on en a profité pour s'enfuir. On a été trop vite et j'ai reçu une balle dans la joue, que je n'ai pas sentie tout de suite d'ailleurs. On pousse ensuite Raymond et les 14 autres prisonniers dans les voitures qui les attendent pour les mener vers les cachettes prévues. Quelques heures plus tard, les rues de Lyon grouillent de SS. Le succès de l'opération a fait de Raymond et Lucie Aubrac de véritables bombes à retardement. Désormais, toute personne de leur entourage se trouve en danger de mort. Lucie est à présent enceinte de 5 mois. Dans les semaines qui suivent, la résistance se charge de cacher les époux Aubrac pendant qu'on échafaude un plan pour les faire sortir de France. Mais le 4 novembre, ils apprennent une nouvelle terrifiante. La Gestapo a découvert où se trouve leur fils et s'est mise en route vers le Vercors pour s'en emparer. L'idée qu'ils pouvaient être pris par les Allemands sans qu'on puisse rien y faire était la plus épouvantable et la plus insupportable qui soit. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Aussi, les membres du réseau de Lucie foncent-ils vers le massif du Vercors afin de sauver le petit Jean-Pierre avant l'arrivée de la Gestapo. Depuis leur cachette, ses parents attendent, angoissés. Raymond a ouvert la portière de l'autre côté et notre fils a couru se jeter dans ses bras. Je ne souhaite à personne de voir un jour son enfant aux mains de l'ennemi. Le 7 novembre, on présente la famille Aubrac à Paul Rivière, l'agent responsable de leur transfert par avion vers l'Angleterre. Mais les périodes de révolution lunaire de novembre, décembre et janvier passent, et chaque fois les tentatives tombent à l'eau. Paul Rivière décide alors de coordonner ses efforts avec ceux de l'escadron de Hugues Varity. Finalement, le 8 février, un bimoteur Hudson parvient à se poser sur le terrain où la petite famille attend. Lucie est maintenant enceinte de 9 mois et risque à tout moment d'accoucher pendant le vol. Pendant les 2 mois qui ont précédé l'opération, le terrain était extrêmement sec et gelé. Et puis le temps a commencé à se réchauffer et la piste est devenue très humide. Le Hudson atterrit à minuit dans le champ, mais lorsque le pilote veut décoller avec les Aubrac à bord, l'appareil reste immobile. La roue à bâbord s'était enlisée dans la boue. Il a fallu aller chercher de l'aide dans les fermes alentours. Et même avec les bœufs et les chevaux qui tiraient, attachés au train d'atterrissage, l'avion ne bougeait toujours pas. Brûler l'avion, c'est ce que le pilote voulait faire. J'ai refusé et je lui ai dit qu'il fallait essayer encore. On se précipite alors au village le plus proche pour chercher de l'aide. Et ce sont bientôt 50 hommes qui accourent vers le champ. Au petit jour, il faisait froid. Ils ont réveillé les fermiers qui dormaient au chaud avec leurs femmes. Et celles-ci leur ont dit qu'ils devaient absolument y aller tout de suite. On ne remerciera jamais assez ces gens pour leur aide. Ça, c'est des actes de résistance. Après 3 heures d'efforts acharnés, l'avion décolle enfin vers la liberté. Le Hudson se pose en Angleterre à 7 heures du matin. Les Aubrac sont sains et saufs. Trois jours plus tard, le 12 février, Lucie donne naissance à leur fille Catherine. Pour les Aubrac, ce mouvement qu'on appelle la résistance n'est pas seulement un repère historique, mais une véritable philosophie. Certes, il y a des moments où l'on est obligé de se comporter en héros, avec l'aide d'une arme. Et l'arme principale de la résistance française était notre refus total de l'occupation nazie, par l'information et la solidarité. Le débat sur le rôle de la résistance dans l'issue militaire du conflit se poursuit de nos jours.
Je pense qu'elle a eu une fonction primordiale, en particulier dans la préparation du débarquement allié en Normandie en juin 1944. Les résistants ont joué un rôle capital dans le harcèlement des Allemands, en sabotant leurs efforts pour renforcer les troupes en Normandie, par exemple en faisant sauter les voies de chemin de fer. Est-ce que la résistance française a été déterminante dans la victoire? Je ne crois pas. Je dirais que ce sont les Alliés qui ont gagné la guerre contre le nazisme. La principale contribution de la résistance française a consisté à préserver l'honneur de notre pays et de ses habitants. Si l'histoire de la Seconde Guerre mondiale nous a transmis de nombreux témoignages sur la lutte menée par les prisonniers alliés pour retrouver leur liberté, le sort de milliers de leurs adversaires, allemands, italiens, japonais et même finlandais, reste un chapitre quelque peu méconnu. Pour autant, la captivité qu'ils ont vécue n'a pas été moins destructrice que celle vécue par n'importe quel autre prisonnier. Lorsqu'un soldat jette son arme, il est dès lors à la merci totale de la personne qui le capture. Tout dépend donc de celui qui vous fait prisonnier. Ça peut se passer très bien, comme il peut simplement décider de vous descendre, et dans ce cas, qui sera capable de dire un jour qu'on vous a abattu de sang-froid? Pour la première fois dans son histoire, la nation américaine est confrontée à l'arrivée sur son territoire de centaines de milliers de prisonniers de guerre ennemis. Plus de 500 000 soldats capturés au combat vivent et travaillent dans près de 500 camps à travers les États-Unis. Chaque État de la partie continentale du pays abritait au moins un camp. Il y en avait aussi en Alaska. L'une des raisons pour lesquelles on a amené ces prisonniers aux États-Unis est que le président Roosevelt avait réalisé la valeur que pouvait représenter leur main-d'œuvre. C'était une force de travail qui se substituait en partie à celle de très nombreux Américains investis dans l'effort de guerre au même moment. Entre leur arrestation et leur arrivée dans un camp de détenus aux États-Unis, les prisonniers de guerre ont eu le temps d'être interrogés par les officiers des services de renseignement américains. Les captifs allemands, par définition très disciplinés, ne desserrent généralement pas les dents. Aussi place-t-on parmi eux des appareils d'écoute et des espions afin de recueillir des informations. À la différence des autres prisonniers de guerre ailleurs dans le monde, ceux qui arrivent aux États-Unis sont correctement nourris et logés, comme ils reçoivent un salaire pour le travail qu'ils fourniront. Ils figurent en quelque sorte parmi les soldats les plus chanceux de la guerre. À notre arrivée dans le baraquement, on a vu qu'il y avait 25 lits de camp de chaque côté, tous avec du linge, des oreillers, des articles de toilette, de la mousse à raser, du dentifrice, tout ce qu'il fallait. Ça m'a remonté le moral, je me suis dit, ça s'annonce plutôt bien. On utilise également ces camps afin de déconditionner les jeunes nazis et leur inculquer un nouveau concept de liberté. Ainsi, on leur distribue des livres dans lesquels le gouvernement américain s'évertue à leur expliquer les principes de la démocratie du pays. Lorsqu'ils sortent travailler à l'extérieur, bon nombre d'entre eux se mêlent à la population civile et découvrent la philosophie de la société américaine. Dehors, ils regardaient les jolies filles. Et les femmes, de leur côté, se disaient que ces hommes étaient parmi les plus mignons qu'elles avaient jamais vus. Il y avait pratiquement que des femmes au pays. La plupart des hommes étaient partis se battre. Alors, vous imaginez bien que ces gars qui travaillaient torse nu, bronzés comme ils étaient, ne pouvaient pas les laisser indifférentes. Bien qu'en général les prisonniers allemands mènent une petite vie tranquille, la plupart se languissent malgré tout, de la même manière que leurs homologues alliés, de retrouver leur liberté. Le capitaine de sous-marin Jürgen Wattenberg figure parmi les plus célèbres d'entre eux. Officier de marine de carrière et détenteur de la croix de fer allemande, Wattenberg a déjà à son actif à 42 ans une évasion d'un camp de prisonniers en Amérique du Sud.
Il a repris son poste au commandement du sous-marin U-162 quand, l'après-midi du 3 septembre 1942, alors qu'il patrouille dans la mer des Caraïbes au large de l'Amérique du Sud, il tombe sur le destroyer britannique Quentin. Bientôt, ce sont 3 navires de guerre qui s'en prennent au U-162. Touché par des grenades sous-marines, le bâtiment plonge à 200 mètres, où il commence à prendre l'eau. Après 6 heures passées presque à la verticale sous la surface de l'océan, le capitaine Wattenberg ordonne à ses hommes d'enfiler les gilets et d'évacuer le sous-marin. Désemparé, le U-162 s'enfonce alors rapidement vers les profondeurs, emportant dans sa coque 2 des membres de l'équipage. C'est au puissant projecteur des destroyers que l'on repêche 48 survivants, dansant dans leurs brassières de sauvetage sur les eaux chaudes et tropicales. On a été surpris de voir à quel point ils étaient soucieux de nous sauver. Il m'a fallu encore grimper à l'échelle de corde. On était tous épuisés. Bien sûr, j'étais tellement content qu'on nous ait sauvés et de m'apercevoir en même temps qu'on nous traitait avec autant de gentillesse. Après avoir été interrogé sur l'île de Trinidad, on dispatche l'équipage prisonnier du U-162 à travers plusieurs camps des États-Unis. Captif pour la seconde fois dans le même conflit armé, le capitaine Wattenberg n'en devient que plus obsédé par l'envie de s'évader. De manière identique aux prisonniers de guerre alliés, il est du devoir de tout prisonnier allemand, selon la Convention de Genève, d'essayer de s'évader des camps américains. Aussi, les autorités américaines, qui ont compris que l'évasion fait partie intégrante du jeu, ne punissent que rarement les fugitifs allemands. Comme du reste, elles ne font pas grand-chose pour renforcer la sécurité des camps. Il est en effet pas bien difficile de rattraper ces prisonniers en cavale, qui n'ont à vrai dire aucun endroit où aller. En regardant les choses en face, il n'y avait aucune chance de sortir des États-Unis, que ce soit par le nord ou par le sud. Je n'ai donc jamais eu l'envie de courir ce risque. Malgré ce sentiment d'impuissance à pouvoir rentrer chez soi, beaucoup des prisonniers détenus dans les camps américains ne résistent pas au besoin impérieux de retrouver leur liberté. Le capitaine Wattenberg fait partie de ces hommes. Après plusieurs tentatives dans plusieurs camps, on le transfère au camp Popical, à la sortie de Phoenix, dans l'Arizona. C'est là qu'il retrouve certains membres de son équipage du U-162, comme Walter Koser et Johann Kremer, qui ont acquis de leur côté la même réputation de fugitifs. Peu après leur retrouvaille, les sous-mariniers allemands se mettent d'accord sur l'idée que creuser un tunnel reste la meilleure chance de ne pas s'éterniser dans le désert de l'Arizona. Ayant découvert un angle mort qui échappe à la surveillance des miradors, ils vont s'attaquer par équipe de 3 à 1,80 m sous terre, à la roche la plus compacte qui soit. Une ligne électrique tirée depuis les douches leur fournit l'éclairage. Ils construisent un petit chariot capable d'évacuer les déblais. La progression se fait au rythme d'environ 90 cm par nuit, sauf lorsqu'ils tombent à même la roche, où ils ne dépassent pas généralement quelques centimètres. Les Allemands avaient demandé aux Américains la permission d'aménager un terrain de Faustball, de manière à pouvoir évacuer la terre creusée. Le Faustball est une sorte de version allemande du volleyball. Ils ont pu comme ça disperser pas mal de terre. Et heureusement pour eux, le sous-sol se trouvait être de la même composition et de la même couleur que la surface du terrain. Le reste a été répandu dans la terre de leur jardin et une certaine quantité est partie aussi dans les cuvettes des toilettes. Wattenberg et ses compagnons projettent de déboucher sur un canal qui passe en contrebas de la clôture du camp. À la mi-décembre 1944, ils ont pratiquement achevé leur galerie de 55 mètres de long. Ils n'ont à présent qu'une seule envie, offrir aux Américains un cadeau de Noël qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Nous sommes le 23 décembre 1944. Vêtus de leur combinaison de détenus et munis chacun d'un vieux sac élimé et d'une carte de la région, 25 prisonniers de guerre allemands s'apprêtent à traverser le tunnel qui s'ouvre en pleine désolation
sur le désert rude de l'Arizona. Tous espèrent que les permissions militaires de Noël leur donneront une longueur d'avance. On attribuait une permission spéciale de Noël à une bonne partie du personnel américain. Il restait donc peu de monde sur place pour assurer la surveillance. Les Allemands savaient qu'il n'y aurait qu'un seul appel le dimanche. Ils ont donc fait coïncider le moment de leur évasion avec cette exception dans le calendrier. Ce soir-là, les Allemands célèbrent en même temps que Noël l'avancée des troupes allemandes dans la bataille des Ardennes. On trinque, on boit, on casse les bouteilles, et l'on finit par se bagarrer dans un vacarme épouvantable qui détourne l'attention des sentinelles en faction depuis leur mirador. Les 25 fugitifs se sont divisés en équipes de 2 à 3 hommes. Ils se sont engouffrés l'un après l'autre dans le tunnel. À l'autre bout, ils sortent sous une pluie diluvienne. La quasi-totalité de la nourriture qu'ils portent sur eux est perdue. Après avoir traversé à pied le canal le plus loin possible, de manière à brouiller les pistes, le groupe se divise pour suivre des destinations différentes. Il y avait 3 fugitifs qui n'aimaient pas du tout la perspective de devoir traverser à pied cette immensité brûlante qu'est le désert de l'Arizona. Ils avaient volé, dans un véhicule de l'armée américaine, une carte de la région et s'étaient aperçus que la rivière Gila était mentionnée sous forme de petits filets bleus sur la carte. Elle se jetait dans le fleuve Colorado qui, lui-même, débouchait dans le golfe de Californie. Ils avaient donc fabriqué dans le camp un kayak à 3 places. Quand ils sont arrivés à cette fameuse rivière Gila, ils ont été consternés. Ce n'était pas une rivière, mais une série de mares et de nappes d'eau. Évidemment, tous les habitants de la région le savaient bien, mais eux avaient pris ce filet bleu sur la carte pour un véritable cours d'eau, avec un courant qui les transporterait. La plupart des évadés décident de se diriger vers le sud, en direction de la frontière avec le Mexique. Si quelques-uns ne tiennent le coup qu'une nuit dans le désert de l'Arizona et finissent par se rendre d'eux-mêmes à la police locale, les camarades du U-162, Johann Kremer et Walter Koser, font route avec leur capitaine vers les montagnes du Nord. Jürgen Wattenberg a dit à ses 2 compagnons qu'ils s'attendaient à ce qu'ils doivent vivre comme des Indiens. Ils essaieraient de se trouver une grotte à l'abri dans les montagnes. C'est ici qu'ils sont donc arrivés, dans ce qu'on appelle une indentation de la roche due à l'érosion. Ça leur a fait une bonne planque. Ils ont placé ces gros rochers devant, que vous voyez là. Tout ce qu'on voulait faire, nous ne pouvions le faire que de nuit. On ne pouvait rien se permettre le jour, parce que si un fermier avait vu quelqu'un fureter dans les parages, il aurait aussitôt alerté le shérif. J'avais lu ça dans un livre qui s'appelait « Randonnée au Far West ». Vous ne pouvez pas, comme ça, traverser la rue, entrer dans un champ et planter librement votre tente. Ce n'est pas le genre des choses qu'on fait aux États-Unis. Avant leur opération, Wattenberg avait prévu une cache où les équipes de travailleurs prisonniers laisseraient leurs messages ainsi que de la nourriture pour les fugitifs. J'étais au camp numéro 4 au moment de leur évasion. Chaque jour, un convoi nous conduisait à l'arsenal. Il y avait là-bas un atelier de réparation automobile. On dissimulait la nourriture et les réserves à l'intérieur d'une vieille carcasse de voiture. La nouvelle de l'évasion fait la une des journaux du pays. Tout autour de Phoenix, Arizona, on se met à rechercher activement les fugitifs. La diffusion de leurs photos dans les quotidiens locaux vise à aider la police ainsi qu'une population civile nerveuse à identifier l'ennemi infiltré parmi eux. C'est Wattenberg lui-même qui traduira à ses 2 hommes d'équipage les articles de presse par lesquels ils apprendront bientôt qu'ils sont les derniers fugitifs à n'avoir pas été repris. Sans doute grâce à la grotte dans laquelle ils se terrent et survivent. Pendant ce temps, au camp de Popical, les Américains vivent un Noël sous haute tension. La plupart des gardiens ont été rappelés de leur permission. L'armée s'affaire à comprendre où ont bien pu passer ces 25 Allemands et comment ils se sont débrouillés pour s'enfuir. On soupçonne le creusement d'un tunnel et l'on passe au peigne fin à l'intérieur comme à l'extérieur du camp.
C'est au cours d'une patrouille le long du canal que le soldat de première classe, Lawrence Jorgensen, découvre la sortie camouflée de la galerie creusée par les sous-mariniers. Bêtement, j'ai eu le réflexe de dire que ce serait amusant de voir à quoi ressemblait l'intérieur du tunnel. J'ai donc dû me porter volontaire pour aller ramper là-dessous sans même savoir la longueur que ça faisait. La galerie ne dépassait pas une largeur d'épaule, et si vous n'aimiez pas le noir complet, eh bien là vous étiez servi. Et il a fallu comme ça que je rampe pour m'extraire de l'autre côté. Les ouvriers allemands travaillant à l'extérieur du camp ont laissé dans la voiture abandonnée une note pour les 3 fugitifs, leur indiquant une nouvelle cache pour leur nourriture. Cependant, Johann Kremer ne parvient pas à la trouver. Leurs réserves commencent à s'épuiser. Aussi décide-t-il de se glisser jusqu'au camp afin de s'approvisionner avant de revenir à la grotte. « 30 ou 40 prisonniers travaillaient à l'extérieur du camp. Je savais que si je parvenais à me mêler à eux le jour, je rentrerais avec eux le soir. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer incognito au camp. » Mais la chance de Kremer le lâche le 23 janvier, lorsqu'on le découvre au cours d'une inspection surprise. Il est resté libre pendant exactement 1 mois. Le lendemain soir, on reprend son camarade Walter Koser. Wattenberg reste donc le seul et unique homme libre parmi les 25 fugitifs allemands. Le 28 janvier 1945, transi de froid, affamé et seul, le fier commandant de sous-marins quitte son refuge des montagnes et descend jusque dans le centre-ville de Phoenix. Il passe le long d'hôtels aux néons clignotants qui l'aveuglent dans le ciel noir de l'Arizona. La ville est infestée de GIs en permission et il risque gros s'il loue une chambre. Il dépense les quelques dollars qui lui restent dans un restaurant chinois. Dans le salon de l'hôtel Adams, il trouve un fauteuil confortable, au creux duquel il ne tarde pas à s'endormir. À 1h30 du matin, ce dimanche-là, il émerge difficilement de son sommeil et décide de marcher jusqu'à la gare. Il était très tôt en cette fin de janvier 1945. Il faisait encore nuit et Wattenberg a demandé dans la rue à un ouvrier de travaux publics le chemin de la gare de Phoenix. C'est son accent allemand qui a mis la puce à l'oreille de cet ouvrier, lequel a alors prévenu la police qui l'a arrêté. Et Wattenberg a avoué son identité. Sous les acclamations de ses camarades, le capitaine fait son entrée au camp. Mais après un repas copieux à l'hôpital de Popical, on transfère Wattenberg au bloc, où on le met au pain et à l'eau. Du côté américain, cette évasion a eu d'importantes répercussions. Le Congrès a ordonné une enquête. Walter Winchell a fait un discours retentissant. Son interview, radiodiffusée, a semé la pagaille dans toute la presse nationale. On a déclaré le commandant en chef fautif et inapte à remplir ses fonctions. Très peu de temps après, d'ailleurs, il a été obligé de prendre sa retraite pour incapacité médicale. La Seconde Guerre mondiale est enfin terminée. Mais les prisonniers de guerre allemands ne sont pas encore prêts de revoir leur pays. On les envoie d'abord réparer partout où il le faut les dégâts que la machine de guerre nazie a causés. Ce n'est que le 16 juin 1946 que Jürgen Wattenberg retrouve sa femme et ses enfants dans son port natal de Neustadt, au bord de la mer Baltique. Enfant, on savait que le plus grand, le plus riche, le plus merveilleux des pays était l'Amérique. Qui, alors, n'aurait pas été aux États-Unis? C'était le rêve de tous les gosses. J'étais pourtant loin de me douter que je découvrirais ce pays en tant que prisonnier de guerre. Mais même dans le regard d'un prisonnier, ça restait tout de même très saisissant. On se souvenait de l'envie qu'on pouvait avoir en tant qu'enfant et on finissait par se dire « c'est tout de même chouette d'être ici. Dommage que je sois prisonnier. » En définitive, ça a quand même été une sacrée expérience. J'ai eu le plaisir de connaître l'Amérique et la chance immense de pouvoir rentrer sain et sauf chez moi.